Bonjour, chronique littérature aujourd'hui puisque je vais vous parler du Monde de Satan qui est le quatrième tome de la série de la Hanse Galactique et qui est dû à l'auteur Paul Anderson. Le titre original du roman est Satan's World, il est complété ici par la nouvelle Lodestar. C'est traduit de l'anglais États-Unis alors par Hélène Oussemen pour Le Monde de Satan. La première édition du roman, ça a été révisé par Jean-Daniel Breck qui traduit également la nouvelle L'Étoile Guide. Il livre aussi un avant-propos et ce volume, comme les trois précédents, s'achève par une chronologie de la civilisation technique par Sandra Mizel, tandis que la couverture est de Nicolas Fructus. C'est publié aux éditions du Bélial. Le roman date de 1968 à la base. Il avait eu sa première édition française en 1971. La nouvelle L'Étoile Guide date quant à elle de 1973 et la chronologie de la civilisation technique de 2008. Et cette édition française du Monde de Satan date donc de 2019 et ça fait 347 pages. Le Monde de Satan est le quatrième sur 5 prévus volume du cycle de la Hanse Galactique. Une série qui a suscité en moi des sentiments très divers. J'étais mitigé au sortir du Prince Marchand, très enthousiaste après Au comptoir du cosmos, franchement déçu en achevant Les Coureurs d'étoiles. Le Monde de Satan me paraît hélas plutôt figurer dans la continuité du tome précédent, encore que je le suppose un peu plus réussi, pas très glorieux cependant. Maintenant, il y a probablement des biais ici, comme souvent quand je lis et chronique ce genre de SF, un peu poussiéreuse sans être véritablement antique. Un état d'esprit adapté est requis pour pleinement en profiter, et je fonctionne par vagues. J'ai lu Au comptoir du cosmos au bon moment, celui où ces aventures étaient exactement ce que j'avais envie, voire besoin de lire. Mais pour Les Coureurs d'étoiles, et probablement aujourd'hui Le Monde de Satan, si l'envie demeurait, je ne suis pas masochiste, j'ai lu tout ça parce que ça m'intéressait a priori, j'étais quand même dans le creux de la vague et ça n'était pas vraiment l'idéal. Peut-être si j'avais lu ces deux volumes dans la foulée du deuxième, les aurais-je davantage appréciés. Pas dit pourtant car les redondances des coureurs d'étoiles n'en auraient peut-être été que plus sensibles et l'artificialité à mes yeux du présent volume. Le Monde de Satan ne comprend que deux récits de Paul Anderson. Le roman éponyme qui en occupe l'essentiel et qui avait donc déjà été édité en son temps en présence du futur, à la différence à vue de nez de bon nombre de textes du cycle, et la nouvelle L'Étoile Guide d'une grosse quarantaine de pages. Ces deux aventures confèrent un rôle important à tous les personnages majeurs du cycle. Nicolas Van Ryn, à peine moins insupportable que d'usage, David Falkane, qui l'est quant à lui de plus en plus, la féline Chilan, qui demeure égale à son archétype, et enfin Hadzel, le dragon bouddhiste, un vent de fraîcheur dans ce quatuor sordide porté aux saillies bien graveleuses et à l'humour affligeant. L'intrigue du Monde de Satan a sa cohérence et pourtant dans le déroulé elle se scinde en 3 ou 4 blocs plus ou moins autonomes et qui constituent autant de récits dans le récit comme j'ai vu les choses. Il a pourtant été publié en tant que roman, pour autant que je sache, mais je lui ai trouvé un caractère feuilletonesque si prononcé à cet égard que je n'aurais pas été surpris d'y voir initialement un fix-up. L'affaire commence sur la Lune où David Falkane est dépêché par Nicolas Van Ryn auprès de Serendipity, une sorte de société de courtage d'informations d'un genre bien particulier, encore assez récente mais qui a très vite su se rendre indispensable en suscitant la confiance absolue de ses clients. Là-bas, deux choses se produisent. D'une part, David Falkane se voit malencontreusement communiquer une information cruciale, à savoir l'existence d'une planète errante que sa course amène à naviguer à proximité d'une étoile, ce qui la rendra habitable ou en tout cas extrêmement rentable. Il y a beaucoup d'argent à faire là-bas. D'autre part, et c'est lié, la vérité sur Serendipity est révélée à nos héros. La fonction première de la compagnie est en fait d'espionner la Ligue polésotechnique via des agents humains domestiqués au service d'une civilisation saufonte inconnue, les Shena. Vous savez ce qui se passe dans ces cas-là au cours de ce cycle? Oui, comme d'hab, David Falkane est enlevé, retenu contre son gré. Mais ses camarades le tirent de là, of course, et bombent vers la planète errante qu'un Falkane en verve poétique baptise Satan une fois sur place. Et bien sûr, les mystérieux saufontes derrière Serendipity demeurent dans la partie qui compte bien accaparer pour eux-mêmes les richesses potentielles de Satan. On frôle la guerre, la vraie, pas seulement l'économique, car les Shena sont colériques et tout ce laid monde entend planter son pavillon sur la planète et y planter des piquets affirmant «Ceci est à moi». Tout cela tandis que les signes commencent à s'accumuler de ce que la Ligue polésotechnique, dont les mécanismes d'autorégulation mancus sont à bout, touche à sa fin. Nos merveilleux capitalistes du cosmos, si fiers de leur doctrine du tout pour ma pomme harmonieux, produisent à travers elle, nul besoin pour se faire de ce ridicule flic nazi communiste qu'on croise brièvement dans le roman, produisent donc à travers elle les conditions de leur anéantissement bien étonnamment tardif. La main invisible s'apprête à coller des baffes, en somme,
C'est à vrai dire probablement ce qui m'a le plus intéressé dans tout ça, et ce sera semble-t-il au cœur de l'ultime volume de la série, justement intitulé Le Crépuscule de la Hanse, ce qui pourrait être une raison d'en tenter la lecture malgré tout. Un aspect qui, parmi d'autres, a semble-t-il totalement échappé à Denis Philippe, soit Jean-Pierre Andrevent sous pseudo, paraît-il, dans une vieille critique à charge contre le roman de Paul Anderson, dont vous trouverez le lien dans l'article du blog. Une critique très politique pour un livre jugé très politique, mais qui me paraît un peu trop à courte vue et infondé sur un certain nombre de points. Il ne semble guère faire de doute que Paul Anderson penchait à droite, et même bien à droite, ce cycle comme d'autres écrits en témoignent. Et c'est cadeau, ça fait plaisir, en conclusion de l'Étoile Guide, on trouvera un éloge de John W. Campbell, qui résonne bizarrement après certaines polémiques récentes. Politiquement, philosophiquement, il y a plein de choses dans tout ça auxquelles je n'adhère vraiment pas, et parfois oui au point de me pincer le nez. J'en avais évoqué pour les coureurs d'étoiles d'une certaine manière. Mais je demeure convaincu que la critique de Denis Philippe est beaucoup trop premier degré, souvent, et parfois carrément de mauvaise foi. Ceci étant, eh bien, je ne peux pas vraiment défendre ce roman. Je l'ai trouvé régulièrement fastidieux, et je me suis ennuyé plus qu'à mon tour à sa lecture. Le cocktail aventure pulp et bonnes idées hard science qui avait fait des miracles à mes yeux dans Au comptoir du cosmos est toujours là, mais ne prend pas. Une question de dosage, supposera-t-on. Quand la science s'immisce dans le récit, c'est au travers de véritables tunnels narratifs qui cassent le rythme, une dimension qui affecte également l'Étoile Guide. Et c'est d'autant plus regrettable que les idées traitées sont intrinsèquement bonnes. Cette histoire de planète errante dont l'écosystème sera bientôt bouleversé a des aspects très intéressants aussi bien au plan physique qu'au plan économique. Et au fond, c'était bien ce genre de choses qu'on était en droit d'attendre du cycle de l'Ars galactique. Et si l'histoire du développement des Shena peut se montrer vaguement puante, elle repose sur des idées qui méritent sans doute d'être creusées. Mais non, ça me prend pas vraiment, pour des raisons essentiellement formelles, je crois. Quant à l'aventure pulp, eh bien, elle se montre souvent redondante, un défaut criant des coureurs d'étoiles. Cet énième enlèvement de David Falkine sonne un peu comme une mauvaise blague à ce stade. Quant aux scènes davantage imprégnées d'action, elles ne sont guère palpitantes. Ce qui fonctionne probablement le mieux ici, ce sont les séquences de premier contact avec les Shena, un thème régulier du cycle et dont la redondance affectait déjà, là encore, les coureurs d'étoiles. Ici, tout spécialement, la lecture de Denis Philippe sur les gentils et les méchants me paraît bien artificiellement plaquée sur un récit en fait plus subtil, et en tout cas pas si manichéen. Mais globalement, ce qui me concerne, ça ne prend jamais vraiment, et c'est dommage. Hélas, ce n'est pas l'Étoile Guide qui va remonter le niveau. Là aussi, il y a de bonnes idées hard science, mais plus encore que dans le monde de Satan, elles impliquent de véritables tunnels narratifs des plus ennuyeux. Un nouveau personnage apparaît, Koya Konyon, qui est la propre petite fille de Nicholas Van Ryn, lequel a cependant pour elle les yeux de Trump lorgnant sur Ivanka. Ça n'est certes pas la première fois que je suis amené à comparer Van Ryn au Donald, à la différence cruciale bien sûr que le prince marchand, lui, n'est pas un imbécile. Et oui, bon, elle est forcément maquée avec David Falkine. L'auteur essaye de lui donner du caractère, mais sans grand succès. Notre quatuor habituel est là par ailleurs, mais l'artifice de leur rencontre est bien trop marqué pour ne serait-ce que vaguement convaincre. Du coup, la structure du récit n'en est que plus bancale. Ultime problème, et pas des moindres, la redondance à nouveau, car l'histoire de l'Étoile Guide, dont le thème central aurait donc été soufflé à l'auteur par John W. Campbell, évoque plus qu'un peu celle du monde de Satan, et à vrai dire sciemment. Les références ouvertes au roman ne manquent pas dans la nouvelle. Seule démission a véritablement sauvé me concernant, la sensation plus appuyée encore que dans le monde de Satan, de ce que la Ligue polézotechnique, à force de contradictions irréconciliables, touche à sa fin. Une dimension qui s'immisce vaguement ici jusque dans les relations entre les héros, qui, jusqu'alors, en semblaient relativement épargnés. Mais non, tout cela ne m'a guère emballé. Je crois que j'ai trouvé l'ensemble un cran au-dessus des coureurs d'étoiles, mais ça n'en fait pas une lecture que je pourrais véritablement recommander pour autant. Lirai-je le crépuscule de la Hanse? La relativement mauvaise expérience des coureurs d'étoiles et du monde de Satan devrait m'en dissuader. À ce stade, je n'escompte plus vraiment retrouver le cocktail merveilleusement harmonieux d'Au comptoir du cosmos. Mais l'idée même de ce que la Ligue polézotechnique va s'effondrer me titille, alors je n'exclus encore rien.